Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel atelier WeTrek, aujourd'hui consacré à l'application mobile. Donc, nous allons nous concentrer sur l'application mobile que vous pouvez retrouver évidemment sur l'App Store et Google Play en fonction de votre appareil. Nous proposons régulièrement des ateliers. Vous avez peut-être déjà assisté à d'autres ateliers, donc je vous invite, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'approfondir un peu d'autres aspects, à consulter notre chaîne YouTube où vous retrouvez les replays de l'ensemble des ateliers que nous proposons. Celui-ci sera également mis en ligne dans les prochains jours. Si par exemple vous avez des questions sur sur le site internet et vous avez besoin de mieux maîtriser les outils proposés et comment ils fonctionnent, il y a par exemple un atelier dédié donc au site wetrek.com. Le lien, vous allez retrouver le lien de notre chaîne YouTube sur le chat. Alors, petit point sur le déroulé aujourd'hui. Donc, d'une part, nous avons essayé de proposer un autre horaire, donc 12h30. En général, souvent, les ateliers que l'on propose sont proposés plutôt en fin de journée, 18h30, mais nous avons voulu proposer un autre créneau, un autre horaire, peut-être pour convenir à d'autres personnes qui ont peut-être un peu plus de mal à se connecter en fin de journée. Je pense qu'on va continuer comme ça, un peu à alterner, en tout cas à proposer des horaires, des créneaux, des jours différents pour essayer de convenir à peu près tout le monde. Et encore une fois, de toute façon, il y a toujours les replays pour ceux qui peuvent pas se connecter. Donc, on va être ensemble environ 1 heure, peut-être un peu plus aussi en fonction de vos questions. Je vous accompagnerai pendant ce temps-là sur l'atelier. Je suis également accompagné de Angelo et Anthony qui répondent à vos questions dans le chat. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne, pour les questions, vous avez un petit damier, une grille de points en bas à droite. Vous cliquez dessus, c'est les outils de la réunion, et à l'intérieur, il y a un module qui s'appelle des questions. Vous posez votre question ici, et ensuite, vous allez retrouver la réponse à vos questions et également à toutes les autres questions qui ont été posées par les participants dans l'onglet qui se trouve juste à côté, c'est la petite bulle de dialogue. Donc dans le chat, euh, la question sera recopiée et vous aurez également la réponse apportée par Anthony ou Angelo. Pour les questions, je dirais plus complexes ou plus qui demandent un peu plus de détails ou sur des cas très très précis, je vous invite à utiliser l'adresse mail que vous voyez affichée à votre écran maintenant. Donc l'adresse mail, c'est support@wetrek.app. Je répète, support@wetrek.app. Vous retrouvez aussi l'adresse dans le chat, on l'a posté. Et pour celles et ceux d'entre vous qui nous regardez sur YouTube, justement, vous pouvez également poser vos questions en commentaire et nous y répondrons euh, au plus vite. Encore quelques détails avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet. Toujours sur l'écran qui s'affiche devant vous, vous avez des QR codes pour nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Donc, n'hésitez pas à scanner les QR codes et à nous suivre sur les réseaux. Depuis quelques semaines maintenant, nous avons lancé, disons, une présence plus régulière et donc on va apporter de manière régulière des contenus à la fois sur l'appli, sur le site, aussi des contenus plus inspirationnels pour vous donner envie, vous donner des idées, aussi un peu des bonnes pratiques, des conseils sur la randonnée et globalement sur les activités de plein air. Donc voilà, ça se passe en bas à droite sur Facebook et Instagram pour l'instant. Je pense, je vérifie, mais je pense avoir dit l'essentiel pour l'introduction. Je vais partager maintenant mon écran de téléphone et rentrer dans le vif du sujet. Laissez-moi un instant. Voilà, donc normalement, vous voyez apparaître sur vos écrans mon téléphone avec la carte et directement sur l'application
WeTrek. N'hésitez pas à mettre lever un petit pouce pour me dire que c'est bon, mais a priori, ça marche. Je vois les petits pouces qui arrivent. Merci beaucoup. On est tout bon. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit en introduction, l'application. Donc aujourd'hui, on se concentre sur l'application mobile, sachant qu'il y a également le pendant web, euh, le site web wetrek.com qui lui est plus adapté à un usage sur un ordinateur. Ici, on se concentre donc sur l'application et donc sur un usage sur téléphone. WeTrek, je le disais, est disponible sur les stores, donc ça veut dire sur l'App Store pour les appareils Apple sur iOS et sur Google Play pour les appareils, on va dire globalement les autres, pour les appareils Android. Vous téléchargez l'application et ensuite vous pouvez l'utiliser tel quel, mais pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, on conseille quand même de d'ouvrir un compte gratuit à l'application WeTrek. Elle permet de débloquer un certain nombre, enfin ce compte permet de débloquer un certain nombre de fonctionnalités qui ne pourraient pas fonctionner sans, notamment la synchronisation de vos données entre le site et l'application mobile. Là-dessus, je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'on a également un atelier dédié. C'était l'atelier il y a 2 semaines environ. Il est déjà en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, si vous avez des questions sur la synchronisation entre les deux plateformes, disons, le web et mobile, n'hésitez pas à visionner l'atelier dédié. Donc, on vous conseille euh, téléchargement de l'application et dans un second temps, création d'un compte. C'est l'occasion aussi de dire à ce moment qu'il y a une distinction chez nous entre le compte WeTrek qui est le support pour justement la synchronisation de vos parcours, pour l'utilisation sur les deux plateformes, et le compte Ubicarta qui lui est sur la boutique Ubicarta, donc boutique.ubicarta.com, qui ce compte-là permet simplement de souscrire à un abonnement en dehors des plateformes, donc App Store et Google Play. Donc deux comptes distincts. Il y a le compte WeTrek et celui-là vous allez l'utiliser dès que vous allez utiliser l'application ou le site web. Et ensuite il y a le compte boutique Ubicarta qui pour certains et certaines d'entre vous permet de souscrire à un abonnement. Vous êtes aussi très nombreux à souscrire à des abonnements via Google Play ou l'App Store. C'est le même tarif, pas d'inquiétude, c'est juste voilà trois plutôt plateformes, trois boutiques distinctes. Je rentrerai dans le détail de l'abonnement, à quoi il sert, etc. plutôt en fin d'atelier. Et là, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour commencer, je vous propose un peu de décrire l'écran qu'on a sous les yeux, un peu chaque élément pour que vous compreniez ce que vous avez, voilà, ce que vous avez sous les yeux. On commence en bas, on a les trois boutons, c'est les trois boutons de navigation. Le premier qui est le bouton carte, c'est celui qui permet d'accéder à cet écran-là, l'écran qu'on a sous les yeux. Ensuite, le bouton données qui permet d'accéder, comme son nom l'indique, à vos données, c'est-à-dire les parcours et les points d'intérêt que vous aurez créés, enregistrés, importés dans WeTrek. Et ensuite, un troisième bouton euh, de profil qui, lui, regroupe le compte. Donc, on en a parlé, hein, c'est le compte WeTrek, votre abonnement, donc des informations sur l'abonnement, et ensuite les paramètres avec un certain nombre de choses que vous pouvez paramétrer directement dans le téléphone. On y reviendra peut-être en fonction de ce qu'on va dire dans cet atelier. Et ensuite, une petite dernière section à propos qui est effectivement très technique. Je vais pas plus m'y attarder, si ce n'est que vous retrouvez ici le lien, l'adresse mail du support utilisateur. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour nous écrire, poser vos questions, faire des suggestions, vous plaindre aussi. On est là pour ça, pour vous écouter, pour recueillir vos idées, vos envies, comme je disais, vos suggestions. Et c'est souvent Anthony qui répond, parfois moi-même. Donc voilà, c'est la même équipe, c'est l'équipe qui est derrière WeTrek. Je reviens à mon écran carte parce que je vous ai dit qu'on allait commencer par la présentation donc de cet écran. On a décrit les trois boutons.
qui sont en bas, les boutons de navigation. Et ensuite, on a voilà, Anthony qui fait coucou. Salut Anto. Ensuite, en bas de l'écran, on retrouve plusieurs éléments. Je vais commencer par celui-là. Ici, c'est les coordonnées euh, du centre de la carte. Donc, vous voyez, je déplace la carte et les coordonnées changent. Donc, c'est les coordonnées du centre de la carte. Et ici, j'ai la distance entre ma position actuelle, et justement ce centre de la carte. Donc, vous voyez, là, je m'éloigne de là où je suis. D'ailleurs, moi, je suis en ce moment même, je suis du côté de Tarbes. Pareil, j'allais dire par applaudissement, mais en tout cas par émoji. Est-ce qu'il y a des personnes dans le sud-ouest, côté Pyrénées, Tarbes, Pau, Pays Basque, Pyrénées-Orientales? Vous pouvez mettre des petits pouces, des petits cœurs, tout ce que vous voulez. Voilà, il y en a quelques-uns. Euh, donc voilà pour cette partie-là. Vous avez, pardon, à gauche l'échelle ici, et juste au-dessus un bouton avec un point I qui permet d'accéder à la légende de la carte affichée à l'écran. Ensuite, vous avez au-dessus des coordonnées, vous avez deux boutons. Le premier ici avec une cible. Euh, vous voyez, la cible est actuellement vide au centre, donc parce que je me suis baladé. Si je clique à nouveau sur la cible, la carte se recentre sur ma position actuelle. Vous voyez, je vous ai pas menti, je suis à côté de Tarbes. Donc je recentre sur ma position. Vous voyez que la cible maintenant est pleine parce que la carte est centrée sur ma position actuelle. Je clique à nouveau dessus et vous voyez là, la carte s'est tournée automatiquement parce que elle s'est mise en mode, c'est-à-dire que la carte est maintenant orientée dans le sens de mon appareil. Je reviens à la position initiale. Ici, on voit bien, ça me permet d'accéder, enfin, d'aborder du coup un peu le haut de cet écran. On voit bien ici avec la rose des vents, j'ai bien une carte qui est orientée au nord. Le nord est en haut. Si je clique, donc je reviens sur mon bouton cible en bas à droite, si je clique dessus, vous voyez que la carte s'oriente dans la direction de l'appareil, et le statut du bouton, enfin le pictogramme sur le bouton change, et maintenant on a effectivement les aiguilles d'une d'une boussole imaginaire. Je reviens à mon statut initial, donc centré sur ma position, et maintenant le bouton qui est au-dessus, ce plus bleu. Donc vous remarquerez que c'est le bouton peut-être le plus visible parce que c'est le bouton d'action, c'est le bouton qui va vous permettre de faire les actions principales dans WeTrek. On rentrera dans le détail de chacune d'elles par la suite, mais déjà dans un premier temps, il y a effectivement l'enregistrement d'un parcours, la création d'un parcours. La distinction, je la fais déjà maintenant pour celles et ceux qui ne comprendraient pas nécessairement, et puis on reviendra dans le détail, mais l'enregistrement, c'est quand j'enregistre ma progression sur le terrain. La création de parcours, c'est quand je suis moi-même chez moi, en tout cas statique, et l'idée, c'est de créer, de dessiner un parcours que je prévois de faire. Et ensuite, on a la création de points d'intérêt, et tout en bas, la possibilité de signaler un problème avec Suricate. Donc Suricate, pour le coup, j'en parle maintenant parce que je rentrerai pas plus dans les détails tout à l'heure. C'est un dispositif public du gouvernement, si je dis pas de bêtises, ministère des Sports et de la Transition écologique. Et l'idée, c'est de d'inviter les utilisateurs de et les pratiquants, pardon, d'activités de plein air à faire des signalements par rapport à tout un enfin une succession de problèmes ou d'incidents qu'ils peuvent rencontrer, notamment lors de leur pratique. Et ça va euh, d'incidents, je dirais, de pollution ou liés à des problématiques écologiques, c'est-à-dire des décharges illégales en pleine nature, mais ça peut être aussi des signalements sur des infrastructures qui peuvent être détruites ou endommagées, un pont qui a été emporté par une crue, par exemple, pendant l'hiver, également un arbre, par exemple, en travers d'un sentier, ça peut être un balisage ou de la signalétique qui a été endommagée, qui est absente, ou
pourquoi pas erroné. Enfin voilà, tout un tas de problèmes que vous pouvez rencontrer. Vous le faites remonter à Suricat et ensuite le dispositif Suricat redispatche l'information aux autorités ou aux organismes compétents. Alors nous avons que je dirais que notre rôle, c'est uniquement d'être des passe-plats. On transmet l'information. WeTrek n'a aucune implication ni dans la résolution des problèmes, ni dans ce dispatch aux différentes autorités, donc comme je disais, ou organismes compétents. Par contre, voilà, notre rôle, on s'est dit que c'était plus malin d'intégrer cette fonctionnalité au sein de WeTrek pour que vous n'ayez pas à utiliser une autre application ou à aller ailleurs. Donc directement depuis WeTrek, vous pouvez faire ces signalements et ils sont directement transmis donc au dispositif Suricat. Voilà donc pour la partie inférieure. Maintenant, on passe sur la partie supérieure. On a parlé de la boussole, donc elle indique le nord. Je reviens sur ma démo. Là, on change l'orientation de la carte. Donc la carte est orientée en fonction de l'orientation de mon téléphone et on voit bien que du coup le nord ici a changé. Je peux cliquer aussi ici pour replacer le nord en haut. J'ai ici une barre de recherche qui me permet de chercher des lieux et des localisations partout en France. Et ensuite, j'ai ici le sélecteur de cartes que je vais ouvrir et sur lequel on va un peu s'attarder. Donc, sélecteur de cartes, comme son nom l'indique, il permet de sélectionner, de choisir notamment les différents fonds de cartes proposés dans WeTrek. Donc, le fond de carte, c'est quoi? C'est vraiment la carte que vous allez voir affichée. On dit fond de carte parce qu'il va être en fond et on va y revenir parce que vous avez la possibilité par-dessus de rajouter des calques ou d'où la notion de fond de carte. Et on en propose plusieurs. Donc là, on était sur le fond de carte top 25 de l'IGN, qui est la carte topographique proposée par l'IGN et que nous avons toutes et tous l'habitude d'utiliser dans nos activités de plein air en France. Donc a priori, vous êtes familière de ce fond de carte qui d'ailleurs a changé il y a maintenant 2 semaines. Ouais, c'est ça, 15 jours. Il a changé, c'est plus une mise à jour, en tout cas une mise à jour cosmétique. Par exemple, vous remarquerez que maintenant les bâtiments sont plutôt marrons plutôt que noirs précédemment. Il y a aussi des couleurs qui ont changé sur les voies, sur les routes, peut-être un peu plus contrastées. Également les données touristiques qui sont affichées en magenta sur la carte avec, par exemple, je sais que ça vous intéresse beaucoup, mais donc les VR, le magenta qui a un tout petit peu changé, des petits détails, mais c'était juste pour vous montrer et d'une part vous dire qu'il y avait eu cette mise à jour par l'IGN et que évidemment nous avons la toute dernière version qui date d'il y a 15 jours. Donc je reviens sur ces différentes cartes. Pareil, je vais pas rentrer dans le détail de chacune et chacun des fonds de cartes. Ça fera l'objet d'un autre atelier où on expliquera vraiment, on rentrera dans le détail de tous. Donc là, je les passe un peu, rapidement en revue. Le plan IGN qui est disponible dès la version gratuite de l'application WeTrek, les photos aériennes qui sont un complément de lecture du terrain et un complément à la carte. Évidemment, vous ne pouvez pas partir en randonnée, par exemple, uniquement avec des photos aériennes. Par contre, en complément, peut toujours être utile. OpenStreetMap, donc là, on est sur un fond de carte qui est mondial, et ça, pour le coup, c'est important de le dire, c'est qu'évidemment, les fonds de carte IGN sont des fonds de carte qui vont concerner la France, l'IGN étant un organisme public français, donc il va cartographier la France, mais avec WeTrek, vous avez la possibilité de partir faire vos activités en dehors du territoire français, partout dans le monde, notamment grâce au fond de carte OpenStreetMap. C'est la base d'énormément de cartes que vous allez retrouver dans de nombreux endroits pour comme ça cartographier le monde. C'est une base de données cartographique qui est très très utile. Pardon. On a ensuite la carte échelle multi-échelle qui inclut la carte top 25, mais qui inclut donc d'autres échelles de cartes et qui permettent d'adapter le fond de carte au niveau de zoom. Donc là, vous voyez, on est
je vous fais une rapide démo. Vous voyez, on change de fond de carte, je zoome, ça c'est encore un autre fond de carte. Je continue de zoomer et là, je passe à la carte top 25. Puis si je zoome encore, voilà, là, je passe au plan. Donc, c'est ça un peu la particularité de ce fond de carte. Open Cycle Map, donc sur laquelle vous allez retrouver des parcours cyclistes, des cartes historiques, des cartes aéronautiques ici. On a parlé un peu de l'étranger. En complément des cartes OpenStreetMap, vous retrouvez aussi des cartes IGN Espagne et des cartes Suisse Topo, donc pour l'Espagne et la Suisse, respectivement. Euh, et donc, dans le sélecteur de cartes, on ne retrouve pas uniquement des fonds de cartes, mais on retrouve également des calques ou des surcouches. Quelle est la distinction entre les deux? C'est comme je vous l'expliquais, le fond de carte, c'est quelque chose qui va se retrouver donc en fond, et au-dessus du fond de carte, on va pouvoir superposer un certain nombre d'informations géographiques qui vont enrichir notre lecture de la carte, soit ponctuellement, soit en fonction de notre activité qu'on va pouvoir laisser afficher. L'idée étant d'apporter des informations complémentaires et d'enrichir euh, la carte. Et c'est, j'ai envie de dire, ça fait partie des gros avantages des outils numériques. Il y a évidemment la position GPS, c'est-à-dire avoir en temps réel ma position GPS sur un fond de carte, bah effectivement, c'est quelque chose que l'outil numérique sur un téléphone mobile permet. Mais là, par exemple, c'est aussi le cas, c'est qu'on part en fait dans la poche, avec dans la poche de nombreux fonds de carte, on l'a dit, mais aussi voilà tout un tas d'informations qui viennent se superposer juste en activant ou désactivant un interrupteur, pardon. Euh, les deux premiers vont concerner la couverture mobile. Ici, au centre, c'est la couverture mobile pour mon opérateur. Et ici, c'est la couverture mobile pour les, euh, les appels d'urgence, donc pour les appels au 112. Je vais dézoomer un peu et je vous emmène donc dans les Pyrénées. Et vous voyez ici, donc, assez simplement, en orange, je vais avoir les zones couvertes par le réseau, sachant que pour appeler le 112, il suffit que le téléphone soit, on dit, opéré, c'est-à-dire qu'il capte un opérateur, peu importe lequel, et d'ailleurs, ça peut être également un opérateur étranger, tant que c'est un opérateur européen. Donc ici, on n'est pas très loin de la frontière espagnole. Et donc, le principe ici, c'est que euh, toutes les zones en orange, a priori, je peux appeler les secours en appelant le 112. Évidemment, c'est ce qui était dit avec dans le petit encart, la petite fenêtre qui s'est ouverte en activant ce calque. Il s'agit de données qui sont calculées, qui sont pas mesurées. Cela veut dire, c'est des données que nous avons récupérées auprès de l'ARCEP, qui est l'organisme de régulation des télécoms. Pardon. Donc, c'est des données fiables. Néanmoins, c'est des données qui sont, donc, comme je disais, calculées, pas mesurées sur place, donc avec des marges d'erreur. C'est une aide à la décision. Si vous arrive un pépin, évidemment, je ne vous le souhaite pas. C'est une aide à la décision aussi en amont quand je prépare une sortie, de savoir si je vais capter ou pas. Mais en aucun cas, il s'agit de données 100% sur lesquelles on peut compter à 100%. Parce qu'il peut avoir il peut avoir des défaillances d'antenne, il peut avoir des problématiques en raison de la météo, il peut avoir des défaillances sur les calculs de l'ARCEP, etc., enfin, sur les données. Mais voilà, en gros, ça veut dire que s'il m'arrive un pépin ici, vaut mieux que je remonte ici plutôt que d'aller là. Voilà, c'est ça un peu le principe. Pardon, excusez-moi. Je reviens sur les calques. On a également les traces de randonnée hivernale. Ça nous concerne de moins en moins la saison avançant. Et puis ici, c'est des données qui sont pour l'instant disponibles dans les Alpes. Donc, c'est des parcours de ski de rando essentiellement. Je vous les montre pas tout de suite. Enfin, pas cette fois-ci. Là, on a la carte des pentes, donc qui va être pareil, beaucoup utilisée pour les pratiques hivernales. Vous voyez, c'est un dégradé comme ça de couleurs hein, qui se superposent à la carte et vous allez pouvoir. D'ailleurs, comme ça, je vous remonte le principe de la légende. Je clique sur le i et j'ai à la fois la légende de ma carte multi-échelle et la légende des pentes.
Je reviens ici, OpenSnowMap, donc on a les, les stations de ski, pour résumer, donc avec les pistes. Et puis j'ai ici, donc là il y a un vide, alors c'est pas une erreur, c'est pas un bug. Je remonte ici, je sélectionne le fond de carte des photos aériennes, et vous voyez qu'ici est apparu, donc là où j'avais ce vide, un nouveau calque qui s'appelle route et sentiers. Et c'est effectivement un calque que nous pouvons activer uniquement sur le fond de carte, euh, sur les photos aériennes, donc qui n'est pas un fond de carte, mais sur les photos aériennes, et qui permet, on le voit ici, hein, c'est d'afficher les routes et les sentiers, d'afficher les voies euh, au-dessus des photos aériennes. Je reviens, on va mettre sur le plan IGN. Le carrelage DFCI et les PRSF, ce qui va peut-être un peu plus vous intéresser, c'est les PRSF, c'est les points de rencontre des secours en forêt. Donc, c'est des points un peu partout en France, notamment dans des massifs forestiers, comme leur nom l'indique, qui permettent quand vous donnez l'alerte et que vous appelez les secours, d'être plus vite repéré, plus vite localisé par les secours. Si vous êtes très près d'un PRSF, donc voilà, on recense et on a répertorié tous les PRSF dans WITREC. Ici, les restrictions des drones, liées aux drones, non, pardon, l'interdiction, par exemple, dans les cœurs de parcs nationaux, etc., à proximité d'infrastructures sensibles ou militaires, etc., etc. Et les parcelles cadastrales. Voilà pour le sélecteur de cartes et donc de fond de carte et de calque. Il y a deux boutons ici dont on n'a pas parlé et qui sont des boutons très importants. Ils sont ici parce qu'il s'agit effectivement de ces cartes-là et il s'agit de pouvoir les télécharger. Donc ça, je pense que vous en avez conscience. Un autre avantage, donc ça, on va parler des avantages de l'application et ça en fait partie, c'est l'idée de pouvoir emmener vos fonds de carte, vos calques, même dans des zones où vous n'allez pas avoir de réseau, vous allez avoir peu de réseau, voire quand bien même vous avez du réseau, de pouvoir emmener vos cartes, pardon, et de mettre le téléphone en mode hors ligne pour préserver la batterie. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce au téléchargement d'une carte. Et donc, je vais vous montrer tout de suite la fonctionnalité. On va dézoomer un tout petit peu, mais peu importe la zone, je vous montre le principe. C'est-à-dire que je sélectionne une zone ici, donc j'ai voilà, ces deux boutons qui me permettent de définir une emprise, donc une zone de carte. Pardon. Je valide, euh, je valide ici, et je vais pouvoir à la fois donner un, un nom à cette carte, donc ça peut être la carte du week-end, et je vais pouvoir, fonctionnalité qui est intéressante, c'est sélectionner plusieurs fonds de cartes pour la même zone, pour la même emprise. Et c'est là que j'en profite pour vous dire que, par exemple, moi, mais ça, c'est quelque chose qui m'appartient et c'est ma pratique, mais souvent, je vais télécharger la carte Top 25 de l'IGN, la carte OSM, donc pour OpenStreetMap, donc la carte OSM parce que c'est une carte où je vais retrouver plus de sentiers, il y a un certain nombre d'informations qui vont être ici et qui ne sont pas nécessairement sur les cartes de l'IGN, pour plusieurs raisons. Et encore une fois, on pourra en parler, mais dans un autre atelier dédié, sinon on va y passer la journée. Et puis les photos aériennes. Et puis en complément, on peut ajouter également des fonds de cartes. Et là, juste pour la démonstration, je vais par exemple rajouter des calques, pardon, je vais rajouter ce calque-là. Et je clique sur télécharger la carte. Et donc, la zone que j'ai sélectionnée se télécharge dans mon téléphone cette fois-ci. Donc, elle va s'enregistrer localement dans la mémoire du téléphone et je vais pouvoir ainsi y accéder même quand je n'ai pas accès à Internet. C'est l'occasion aussi de faire un petit rappel pour certaines et certains d'entre vous, parce que parfois, on remarque qu'il y a une confusion entre essentiellement deux choses, donc c'est-à-dire les données mobiles d'un côté et le GPS. C'est deux choses qui sont totalement distinctes. Donc quand en France, on part du principe que partout, sur tout le territoire, il y a une couverture GPS. Le GPS, c'est quoi? C'est une constellation de satellites qui vous permettent qui permet de vous donner votre position grâce à une antenne dédiée dans votre téléphone.
Donc, on peut partir du principe que partout en France, vous y avez accès. Évidemment, il y a des contraintes qui sont topographiques, qui sont aussi, si vous êtes à l'intérieur, le signal va être moins bon, voire inexistant. La végétation est très dense, il y a énormément de nuages, etc. Enfin, il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent altérer, détériorer le signal GPS, mais le territoire entier est couvert. Et c'est le cas en Europe et dans l'essentiel, enfin dans la plus grande part, la majorité de la planète. Donc ça c'est pour le GPS, qui n'a rien à voir avec les données mobiles et le fait que vous puissiez par exemple passer des coups de fil ou encore plus télécharger des cartes. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir de réseau et avoir tout à fait accès au signal GPS. Le réseau, c'est ce qui permet donc de passer des coups de fil et vous avez besoin d'un encore meilleur réseau, donc de la 4G, de la 5G pour télécharger des cartes et pour les consulter. Donc d'où l'intérêt, encore une fois, de les télécharger parce que vous pouvez, par exemple, avoir du GPS, avoir même la possibilité d'éventuellement envoyer un SMS ou etc., mais pas suffisamment de réseau pour consulter les cartes directement dans l'appli. D'où l'intérêt donc de les télécharger en amont. Une fois que vous les aurez téléchargés, vous aurez vos cartes et vous aurez aussi votre position donc sur ce compte carte. Le deuxième bouton, c'est les cartes téléchargées. Donc quand je clique dessus, vous voyez, je retrouve ici la carte que nous venons et les fonds de carte, donc la zone que je viens de télécharger un instant. Ce qui vous remarquez, c'est ici dans données et dans l'onglet carte. Je peux ensuite la supprimer si j'en ai plus besoin. C'est d'ailleurs une bonne pratique et un bon conseil. Vous n'êtes pas obligé, mais nous on part du principe que les cartes, vous y avez accès tout le temps. Donc, vous téléchargez une carte, vous l'utilisez parce que vous partez en randonnée là-bas. Si vous n'êtes pas amené à y retourner dans les quelques jours, allez, quelques semaines qui viennent, vous supprimez la carte pour libérer de la mémoire dans votre téléphone et ensuite vous la retéléchargez quand vous en avez à nouveau besoin. Donc voilà pour le sélecteur de cartes et les données disponibles et donc le téléchargement des cartes pour un accès en ligne qui est une fonctionnalité évidemment centrale de l'application. Maintenant partons, on revient sur ce bouton plus, sur le bouton action et qui permet donc de faire la plupart des actions, enfin tu vois les actions principales et d'accéder aux fonctionnalités principales de l'application. La première, qui est ici, elle permet d'enregistrer un parcours. Donc, comme je disais, la distinction entre les deux, entre l'enregistrement et la création, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que j'enregistre ma progression sur le terrain, c'est que moi-même j'avance et l'application va enregistrer cette progression et à la fin, quand je vais arrêter, j'aurai donc la trace de ce que j'aurais fait avec un certain nombre d'informations sur la longueur, sur le temps que j'y aurais passé, etc., etc. Et que je distingue de la création qui, elle, permet depuis chez moi, depuis un canapé ou depuis le refuge, ou de dessiner sur la carte un parcours que j'aurais prévu de faire. J'en profite pour les éventuels retardataires. Là, on est à peu près à la moitié de l'atelier. Si vous voulez souhaiter poser des questions, ça se passe en bas à droite. Donc il y a le damier, cette grille de points. À l'intérieur, il y a un module qui s'appelle des questions. Et ensuite, donc vous pouvez poser votre question ici. Et ensuite, vous aurez Angelo et Anthony vous répondront dans le chat. Donc c'est le bouton qui est juste à côté, qui représente une bulle de dialogue. Vous allez dans le chat et vous retrouverez votre question avec la réponse en dessous, ainsi que toutes les autres questions posées par les autres participants. Là, vous êtes plus de 120, donc c'est très content d'avoir autant de monde un midi. C'est une très bonne nouvelle. Donc, je reprends. D'abord l'enregistrement. Donc, si je clique dessus, donc, bah ça je viens de réinstaller l'application, donc effectivement, elle me demande un certain nombre de paramétrages. Et un de ces paramétrages-là, c'est que vous devez
pour permettre à l'application de fonctionner correctement, c'est désactiver le mode économie d'énergie. C'est-à-dire que quand le mode économie d'énergie est activé pour préserver la batterie, il empêche le fonctionnement de l'application en arrière-plan et donc euh, l'enregistrement correct. Donc, c'est un paramétrage que vous devez faire, désactiver l'optimisation ou le mode économie d'énergie pour l'application WeTrek. Un autre paramétrage, j'en profite là pour le dire, qui est important, c'est d'autoriser les notifications pour WeTrek. Alors, vous inquiétez pas, on vous spamme pas, on n'envoie pas des notifications avec de la publicité ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour le fonctionnement de l'enregistrement. Donc voilà, c'est deux paramétrages à faire. Et maintenant, je peux lancer l'enregistrement. Je vais me remettre sur ma position. Euh, et vous voyez que maintenant, ce bouton plus, il a hérité d'une petite pastille, d'un petit point rouge qui nous indique que un enregistrement est en cours. J'ai aussi ce panneau là que je fais glisser et qui s'active dès qu'un enregistrement est lancé, dans lequel vous allez retrouver, je dirais, les informations essentielles. Sur la première ligne, donc euh, ça permet de descendre le panneau et d'avoir donc vraiment, c'est-à-dire très synthétique, les informations essentielles sur la distance parcourue, la durée, les dénivelés positifs et négatifs. Évidemment, la distance là et les dénivelés positifs négatifs restent à zéro parce que moi je ne me déplace pas, je suis bien installé derrière mon écran sur un bureau. Et quand vous levez le panneau, vous avez un certain nombre d'informations complémentaires euh, dans dans chaque carré, dans chaque section. Vous pouvez également faire défiler à gauche, à droite. Vous voyez, il y a des petits points, donc c'est autant de cartes que vous pouvez faire défiler. Donc là, c'est les dénivelés cumulés sur l'enregistrement en cours. Vous avez l'altitude actuelle, l'altitude maximale de votre parcours, l'altitude minimale, etc. Ici, en bas à gauche, c'est des informations sur le temps. Et ici, la distance parcourue, vos coordonnées, la précision du GPS. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Là, je suis en intérieur. Donc, vous voyez que la précision, elle n'est pas si mauvaise que ça finalement, mais tout à l'heure, c'était 20 mètres, ça fluctue, mais ça vous donne une bonne idée de si la précision est bonne. Évidemment que si je sortais et que j'étais à découvert complètement, la précision serait encore meilleure. Voilà, et le niveau de batterie, qui est également un bon indicateur. Et évidemment, ben, tiens, en parlant de niveau de batterie, partez aussi du principe plus vous sollicitez l'application, plus elle va consommer de batterie. Et plus vous sollicitez globalement votre téléphone, plus il va consommer de batterie. Et il y a un certain nombre de fonctionnalités, un certain nombre d'usages qui vont consommer plus de batterie que d'autres. Par exemple, prendre des photos, ça consomme beaucoup de batterie. Prendre des vidéos, ça consomme encore plus de batterie. Utiliser WeTrek consomme évidemment de la batterie. Afficher, allumer l'écran consomme de la batterie. Et plus on sollicite WeTrek, plus on sollicite des fonctionnalités, plus ça va utiliser de batterie. L'enregistrement utilise plus de batterie que si vous n'enregistriez pas. Par exemple, alors on a parlé des petits, enfin voilà, je vous ai dit en termes de bonnes pratiques, c'est par exemple se mettre en mode avion, même si on a du réseau, mais pour préserver la batterie. Donc ça c'est une bonne pratique, un bon réflexe. Aussi, si on est plusieurs à partir, on est un groupe de 5, on n'est pas obligé d'enregistrer tous les 5 le parcours. On peut être 2 à enregistrer, histoire d'être sûr on aura bien des 2 enregistrements. Et ensuite, on se partage l'enregistrement. Ça peut être une stratégie. On parle évidemment de sorties longues, voire des sorties sur plusieurs jours, où l'enjeu est important, ce qui est très différent d'une sortie sur 2-3 heures ou à la demi-journée où la question se pose pas. Donc voilà, il y a aussi comme ça, c'est à vous aussi de gérer votre batterie en fonction du contexte de votre sortie, du contexte du groupe, de tout un tas aussi de votre téléphone. Il y a des téléphones qui ont plus ou moins d'autonomie en fonction de leur âge, etc. Je rentre pas dans les détails, c'est des choses dont vous êtes a priori au courant.
Donc voilà pour l'enregistrement. Je clique à nouveau sur le plus et ici, je l'arrête. Je peux, une fois que j'ai arrêté l'enregistrement, je peux lui donner un titre. Euh, je vais mettre parcours WeTrek test. Je peux mettre une description, changer la couleur du tracé, mais tiens, on va le mettre définir une catégorie, une difficulté, bref, rajouter une photo aussi, soit prendre une photo, soit ajouter une photo que j'aurais déjà prise pour illustrer ce parcours et j'enregistre. Je vais le retrouver ensuite ici, donc je vais dans données, voilà, donc dans parcours et parcours sur l'application. Et on retrouve ici le parcours que nous venons d'enregistrer. Évidemment, j'ai pas bougé, donc voilà, là c'est un parcours complètement qui ne sert à rien, mais c'était juste pour la démonstration de l'enregistrement. Ensuite, je reviens ici, donc sur l'écran carte, j'ai le petit plus et j'ai la création manuelle. Donc la création manuelle, une fois de plus, on la distingue de l'enregistrement dans la mesure où c'est pas ce que nous sommes en train de faire. Donc d'ailleurs, on va s'éloigner, on va, on va utiliser la carte, le fond de carte top 25, et puis on va aller un peu en montagne parce que parce qu'on peut et parce que c'est potentiellement des choses que voilà, c'est pas très loin de là où je suis et c'est potentiellement des choses que je pourrais faire. Donc par exemple, là la première chose c'est de repérer quel est notre point de départ, le point de départ qu'on a envie duquel on a envie de partir pour cette sortie à vélo, cette sortie en randonnée, en ski de rando, peu importe. Donc ici, pour l'exercice, j'ai pas repéré les lieux avant l'atelier, donc c'est un peu, voilà, là j'ai trouvé un parking, donc je valide le point de départ, donc c'est la croix rouge, la centre sur le parking, je valide avec ce bouton, avec le bouton plus, qui me permet d'ajouter un point, et ensuite, je vais tirer un trait, ici, il y a le lac bleu, et je vais aller, il y a une petite cabane, donc vous voyez, moi je tire un segment droit, ici, je le valide, et automatiquement, l'application, vous voyez, elle vient se coller, s'aimanter sur sur le sentier. Et je peux continuer comme ça. Là, par exemple, si on veut faire le tour du lac par l'ouest, je vais avoir tendance, vous voyez, je vais d'abord mettre un point ici, et ensuite là, et ensuite je reviens au parking. Oui, voilà, admettons, je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire le tour du lac par l'est. Donc, je supprime ici, j'ai ce bouton, je supprime le dernier point, je supprime encore un point, encore un, et puis voilà. Donc, et du coup, je vais d'abord placer un point ici, plutôt à l'est, ensuite ici, et ensuite à nouveau sur mon parking. Et j'ai comme ça mon parcours. Cette fois-ci, la boucle autour du lac se fera euh, à l'est. Je vous montre aussi vu qu'on est sur la création. Ici, vous voyez, vous avez les deux petits pas blancs sur fond bleu. C'est l'outil que nous on appelle de saisie guidée. La saisie guidée, c'est quoi? C'est ce qui permet de tracer ce que je vous ai montré, de tracer un segment droit et de donner l'instruction, donc de demander à l'application d'automatiquement venir se coller, s'aimanter sur les voies et les voies représentées sur la carte IGN. En cliquant sur cet outil, je change d'outil. Donc ici, j'ai la saisie guidée pour engin motorisé, donc il va emprunter les routes essentiellement, enfin en tout cas les voies euh, qui sont carrossables. Euh, mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la saisie point à point. Donc la saisie point à point, elle me permet de dessiner des segments droits et sur la carte, je vais garder ces segments droits. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Ben, ça sert
plusieurs choses. La première chose, c'est que ça peut servir, par exemple, s'il y a des sentiers qui sont pas répertoriés sur la carte, ce qui arrive. Donc, ça me permet de tracer quand même un parcours. Ça me permet aussi de tracer des parcours en hiver, parce qu'en hiver, sur la neige, on s'affranchit dans beaucoup d'endroits des contraintes, entre guillemets, des tracés des sentiers. Là, je continue à le faire. Ça permet à certains endroits de faire potentiellement du hors-sentier. Ça permet aussi de faire des tracés euh, sur l'eau. Donc, ça peut être des fleuves, si c'est une sortie, par exemple, en kayak, ou sur la mer, en kayak de mer, et on a envie de dessiner aussi un parcours. Donc voilà, il y a plusieurs utilités. Et une dernière utilité, c'est pour pouvoir tracer des parcours sans abonnement. C'est-à-dire que j'ai dit que je ferai un récapitulatif sur l'abonnement en fin d'atelier, mais là je le dis quand même. La création de parcours est disponible dans la version gratuite de l'application. Et si vous souhaitez la saisie d'idées, c'est une fonctionnalité qui est incluse dans l'abonnement. Mais avec la saisie point à point, je peux tout à fait créer des parcours. Là, je le fais en suivant le sentier. Alors, c'est un peu plus long et un peu plus fastidieux, mais ça se fait et ça se fait même très bien. Effectivement, c'est pas parfait, mais on peut tout à fait. Quand je dis c'est pas parfait, c'est que donc par définition, ça vient pas se coller sur les sentiers, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait suivre en randonnée. On voit bien que là, quel sentier je vais emprunter pour aller jusqu'à la cabane euh, Benakès. Et ici, bon, je m'arrête là pour la démo. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, vous voyez, cet outil est quand même très utile. Pendant la création de parcours, je peux évidemment changer de fond de carte. Donc ici, je mets les photos aériennes. Et comme je vous disais, c'est quelque chose qui peut être utile. Donc voilà, je mets les photos aériennes et je me dis, ah ben voilà, je suis en lisière de forêt, je suis juste au-dessus de la lisière de forêt. Et puis, euh, voilà, en tout cas, j'ai un certain nombre d'informations qui peuvent m'être utiles grâce aux photos aériennes. Je reviens sur la top 25. Euh, une fois que j'ai créé mon parcours, donc là, on a beaucoup joué, donc il a plus beaucoup de sens. Le parcours, mais encore une fois, c'est pour la démonstration. Je le valide ici avec cette coche qui est située en bas à droite. Et à nouveau, je peux lui donner un nom, un titre, une description, euh, changer la couleur, etc. Enfin, les mêmes choses que je vous ai montrées pour l'enregistrement. Et donc, j'enregistre mon parcours. Et cette fois-ci, donc à nouveau, on va dans Données et on le retrouve ici. Donc voilà, là, c'est un parcours, 21 kilomètres. Je clique dessus. Le titre que j'avais donné, la distance, et on va avoir quelque chose que je vous ai pas montré avec l'enregistrement, parce que sur l'enregistrement, je vous rappelle, déjà moi j'avais pas bougé, donc j'avais une distance, enfin une longueur de 0. Ici, on va retrouver le profil altimétrique. Le profil altimétrique et en dessous un certain nombre de données sur les altitudes. Donc les dénivelés positifs et négatifs, l'altitude maximum et l'altitude minimum. Donc ça n'est pas une boucle. Donc, vous voyez qu'il y a effectivement une différence entre le dénivelé positif et le dénivelé euh, négatif. Parce qu'on ne revient pas, on le voit bien hein, dans le parcours que j'écris, on ne revient pas au point de départ. Là, il y a le point de départ. On montait ici, on faisait le tour du lac, on redescendait, et puis ici, on refait ça et on remonte ici. C'est pour ça qu'on a plus de dénivelé positif. Et d'ailleurs, je place mon doigt là sur le graphique, sur la courbe altimétrique, et je le fais glisser. Et vous voyez que j'ai le point noir qui se déplace sur mon profil altimétrique, qui m'indique à chaque point la distance depuis le point de départ et l'altitude. Et j'ai en miroir le point blanc qui se déplace sur la carte et sur la trace, sur le tracé du parcours au-dessus pour savoir où j'en suis. Donc, par exemple, je me dis, bah tiens, ici, c'est par exemple, ça peut être l'endroit pour faire le pique-nique parce qu'on va être, avant de redescendre, on est quasiment à la moitié, pas exactement du parcours, mais voilà, ça peut être l'endroit pour faire le pique-nique ou tout un tas d'autres choses pour un peu prévoir mon parcours.
Et aussi, une fois que je suis engagé sur cette sortie, pouvoir me dire, OK, bah, je sais qu'une fois qu'on est arrivé là, il nous reste, euh, en termes de montée, il va nous rester ici cette petite section, et puis à nouveau vers la fin, euh, cette section-là. Donc voilà pour le profil altimétrique que je ferme ici et je reviens sur ma carte. Et toujours avec ce bouton plus bleu, je vais pouvoir également créer des points d'intérêt sur le même principe. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce que euh, c'est exactement le même principe. Donc je suis ici, là il y a le lac vert. Bah, du coup, je centre ma croix sur le lac vert, je valide et hop, je note lac vert parce que j'ai envie de le noter, j'ai envie de me rappeler que j'ai envie d'aller là, où quelqu'un m'a dit que qu'il y avait une belle vue. Enfin, peu importe les raisons, qu'il y avait des champignons. Enfin, vraiment, c'est euh, à vous de voir l'utilisation que vous en faites. Il y a plein de cas d'usage. Et ensuite, j'enregistre mon point qui s'affiche donc sur la carte, c'est lac vert, et que je retrouve dans mes données, ici, dans mes points d'intérêt, le même principe, point d'intérêt sur l'application, et je retrouve ici le lac vert. Euh, voilà pour les fonctionnalités de création de parcours, création de points d'intérêt. Euh, maintenant, je vais vous montrer. Oui, alors sur les parcours, je voulais vous montrer une chose. Donc, je reviens sur le parcours que j'ai créé. Donc ici, je suis sur la fiche parcours. On a vu le profil altimétrique. En bas à droite, j'ai un bouton qui me permet de faire un certain nombre de choses. C'est les actions que je vais pouvoir faire sur ce parcours spécifiquement. Si on les passe un peu en revue, ici, je peux le cacher donc individuellement sur la carte, qu'il n'apparaisse plus sur la carte. Ça peut servir quand j'ai plein de parcours pour pas encombrer ma carte. Je le cache. Ça veut pas dire que je le supprime. D'ailleurs, je peux le réafficher. Vous voyez, là, je l'ai caché, hop, je reclique dessus, il s'affiche. Modifier le parcours, si je veux modifier le tracé, modifier le titre, modifier la description, peu importe la couleur. Par exemple, là, je vais pas laisser le faire, parce que ça prendrait un peu de temps, mais moi, si je pars plusieurs jours, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un parcours par étape et je vais attribuer une couleur différente par jour. Et comme ça, c'est très visuel, je peux voir un peu toutes mes étapes sur la carte et en un coup d'œil, voir à quoi ressemblent mes étapes, mes différentes étapes. L'export ici permet d'exporter un fichier GPX, par exemple, pour l'envoyer à quelqu'un sur un groupe WhatsApp, pour le mettre sur une montre ou voilà, tout autre usage. Donc ça se passe ici avec le bouton exporter. Supprimer le parcours. Là, j'explique pas. Envoyer sur WeTrek pour le synchroniser avec le site. Donc, une fois de plus, il y a un atelier euh, dédié à cette synchronisation entre le site et l'appli sur notre chaîne YouTube. Et ici, il y a le téléchargement de la carte du parcours. Alors, une distinction très importante, c'est pas la même chose que le téléchargement qu'on a vu dans le sélecteur de cartes. C'est un téléchargement pour avoir les cartes hors ligne, hors connexion. Par contre, la différence, c'est que vous vous souvenez, quand on a vu le téléchargement des cartes, je téléchargeais une zone, un carré, ce qu'on appelle une emprise, que je définissais, peu importe si j'avais des parcours, pas de parcours, etc. Donc, a priori, si je pars un week-end dans la vallée de d'Osso, par exemple, je vais télécharger une zone un peu large dans laquelle je suis susceptible d'aller marcher pendant ces 2, 3 jours. Quand je télécharge la carte d'un parcours spécifique, en fait, ce que va faire l'application, c'est télécharger une bande à cheval de part et d'autre du tracé de ce parcours. Euh, donc, l'intérêt, c'est que ça va économiser un peu d'espace dans votre téléphone, parce que je ne vais pas télécharger une grande zone, je vais vraiment télécharger la zone qui sert uniquement à ce parcours. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire d'autres parcours dans la même zone grâce à cette carte téléchargée. Donc, si j'ai prévu de faire plusieurs parcours à peu près au même endroit, bah dans ce cas-là, j'ai plutôt intérêt à télécharger une grande zone. Encore une fois, c'est à votre discrétion, c'est à vous d'évaluer qu'est-ce qui est le plus
l'opportun, le plus efficace, le plus optimal, et de faire votre choix. Nous, on propose les deux outils, les deux alternatives. Ici, j'ai la possibilité de recalculer les altitudes. C'est quelque chose qui va notamment servir pour les enregistrements parce que un enregistrement récupère les altitudes GPS et qui peuvent, on l'a vu, la pression du GPS n'est pas toujours optimale, donc il peut avoir des erreurs. Donc, ici, grâce à ce bouton, vous pouvez recalculer les altitudes. Vous allez perdre des altitudes GPS, mais l'application va les recalculer en fonction du modèle d'altitude. Donc, c'est un modèle IGN qu'on a nous, donc avec des altitudes partout en France, de tous les points. Et donc, ça permet de recalculer l'altitude, inverser le parcours et démarrer le guidage. Alors, démarrer le guidage, je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Et puis après, j'aurai une dernière chose à vous dire et on passera aux questions parce que j'ai été très bavard. Donc, démarrer le guidage, je clique ici. Donc là, évidemment, l'application détecte qu'on est loin de la position de départ. C'est un fonctionnement voulu. Mais le principe, c'est quoi? C'est que j'indique au téléphone, à l'application WeTrek que je souhaite faire ce parcours. Et, donc là, je vais l'arrêter. L'idée, c'est que WeTrek va m'alerter en cas d'éloignement du parcours, du tracé du parcours, du tracé prévu. L'idée étant de pas être tout le temps les yeux rivés sur mon écran, mais de le mettre dans la poche et de suivre éventuellement le balisage ou éventuellement ma mémoire si j'ai déjà fait ce parcours, etc. Mais par contre, d'avoir cette sécurité de me dire que si je me trompe, si je m'éloigne trop du parcours, j'aurai une alerte. Et donc cette alerte, elle est paramétrable dans les paramètres de l'application. Ici, j'ai le profil, je clique dessus, j'ai les paramètres et j'ai, hop, cet interrupteur avec les alertes de sortie de parcours. Donc, d'une part, je dois l'activer et ensuite, je peux définir trois choses. Est-ce que je veux une alerte une seule fois ou qui se répète toutes les 30 secondes? Est-ce que je veux une alerte sonore et ou des vibrations? On peut avoir les deux ou au choix l'un ou l'autre. Et ensuite, la sensibilité ou la tolérance. À partir de quelle distance d'éloignement je veux que l'alerte se déclenche. Évidemment, la précision du GPS, j'y reviens, va avoir un impact dessus. C'est-à-dire que si je suis en forêt dense, il fait moche, il y a beaucoup de nuages, etc., la précision est mauvaise, bah, potentiellement l'application va me détecter loin du parcours, tandis que je le suis pas, etc. Bon, bah, ça, c'est les contraintes, j'ai envie de dire, techniques. Donc, c'est activer les alertes n'empêche pas le bon sens et de vérifier quand même la carte, vérifier où vous êtes, etc. et d'avoir quand même essayé de vous repérer aussi par vos propres moyens. Dernière chose, avant de éventuellement passer la parole donc à Angelo qui va peut-être transmettre des questions si vous en aviez des questions ou des besoins de précision sur des choses que je n'aurais pas abordées ou pas suffisamment abordées, c'est ici dans les données parcours sur l'application. Je voulais juste vous montrer la possibilité un peu d'organiser tout ça. D'une part, vous avez des possibilités de filtrer les parcours. Là, j'en ai pas beaucoup, mais l'idée, c'est que vous pouvez filtrer en fonction des parcours visibles, pas visibles, de vos favoris. Parce que vous pouvez même mettre des parcours en favoris et aussi de filtrer par activité. Donc, si par exemple, je vais essayer de faire ça rapidement, je modifie, je change l'activité, on va mettre du vélo, du VTT, voilà. Ça, c'est pas à retenir, je l'ai fait un peu vite. Mais voilà, donc là j'ai deux parcours, un parcours de randonnée, un parcours de VTT. Je sélectionne VTT, j'ai uniquement le parcours VTT euh, qui s'affiche. Et j'ai aussi ici des possibilités de tri par ordre alphabétique, croissant décroissant, par date, croissant décroissant, par longueur de parcours, plus long ou plus court, et aussi par proximité par rapport à ma position. Donc je vais placer le parcours le plus proche de moi, dont le départ est le plus proche de moi, vers les parcours dont le départ est le plus éloigné de ma position actuelle. Et j'ai la possibilité également, donc dans cette logique de classement, de tri, de filtre, de gestion, d'administration de mes données, la possibilité de créer des dossiers. Et donc, je vais créer un dossier WeTrek test. C'est un dossier que je crée ici
et dans lequel je vais pouvoir, donc je vais aller un peu plus lentement pour vous montrer, je vais pouvoir déplacer des parcours. Par exemple, je me crée un dossier sur le week-end de l'Ascension ou les vacances dans les écrins au mois de juillet. Je clique ici sur sélectionner, je sélectionne ces deux parcours et ici j'ai un bouton déplacer, je clique dessus, je sélectionne le dossier que je viens de créer et déplacer ici. Et donc, si on revient dans mon arborescence, donc j'ai parcours sur l'application, je clique dedans, j'ai le dossier que je viens de créer, vous voyez, il n'y a plus de parcours ici, il n'y a que ce dossier, et quand je clique dans ce dossier, je me retrouve avec les deux parcours. Donc, un, c'est un enregistrement, le 0 km, et l'autre, c'est le parcours que j'ai créé. Donc, je les retrouve ici dans mes dossiers. Ça me permet de faire mon petit tri. Je peux ensuite partager aussi euh, un dossier à quelqu'un. Donc, si je prévois de partir sur une semaine, qu'on a 5-6 parcours, je les mets tous dans un dossier, je l'exporte en zip et je peux le partager sur un groupe WhatsApp, par exemple, ou par mail, pour que quelqu'un l'ouvre de son côté dans son application. Je vais pour l'instant donc m'arrêter là. J'ai dit beaucoup de choses. En réalité, il y a plein d'autres choses à dire. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur l'application, d'autres fonctionnalités. Mais encore une fois, on a souvent comme ça ce retour comme quoi ça va trop vite. Ou, on essaye de s'adapter. L'idée, c'est aussi que vous avez le replay pour revoir, pouvoir mettre pause, pouvoir comme ça à votre rythme. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire pour poser vos questions. Donc, il y a comme ça plusieurs moyens de vous améliorer et puis d'adopter WeTrek. Et je passe donc la parole à Angelo pour voir s'il y a des questions. Et puis, s'il n'y en a pas, tant mieux, c'est que j'ai à peu près bien fait mon boulot. Angelo. C'était super, merci beaucoup Alexandre. Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de fonctionnalités, sachant qu'on pourrait passer 2 ou 3 fois plus de temps pour vraiment tout décrire dans le détail. Il y a eu plusieurs questions très intéressantes, donc j'en ai noté quelques-unes. On va, hum, on va essayer d'en traiter 2 ou 3 pour ne pas trop dépasser l'horaire prévu. La première question, c'est est-ce que tu peux nous montrer, lorsqu'on fait une création de parcours manuel, donc on planifie un parcours pour le week-end prochain ou pour tout de suite, euh, est-ce qu'il y a une méthode pour forcer l'outil de planification à passer, à privilégier les sentiers plutôt qu'une route? C'est une question qui a été posée. Voilà, je pense que tu peux nous montrer ça, sachant que c'est pas, on va pas paramétrer l'outil lui-même, mais on a quand même des solutions pour privilégier plutôt Tout à voilà, la fait. planification d'un parcours en suivant les sentiers et pas les routes. Tout à fait. Ben, c'est une très bonne question et puis c'est effectivement un cas d'usage très commun. Donc je vais dans mon outil de création parcours. Là, je suis à la station d'Otaka, mais par exemple, enfin, c'est une station qui est privilégiée notamment pour les parcours en raquettes, etc. en hiver. Donc admettons que je parle de ce parking. Donc je valide mon point de départ et je lui dis que j'ai envie de lui dire que je vais ici. Et vous voyez, automatiquement, l'application est venue ici, sur cette voie-là. Donc, si je supprime le point, on regarde ensemble, c'est effectivement une voie carrossable. C'est une petite route, mais l'application a emprunté ce chemin-là. Donc, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais rejoindre au plus vite. Ici, on a un sentier découverte et je voulais passer par là parce qu'a priori, c'est plus intéressant. Donc, ce que je fais, c'est plutôt de lui dire, donc je remontre ce que j'ai fait, j'avais fait ça, j'avais validé, et vous voyez, il était passé par là. Donc en fait, je supprime le point et je vais lui forcer un peu la main. Je vais me placer sur le sentier. Je valide ici. Donc en fait, je place un point intermédiaire et ensuite, je replace mon point d'arrivée là où j'avais prévu d'aller. Et vous voyez que maintenant, au lieu de passer ici comme l'avait fait, comme l'avait fait initialement l'application. Je lui ai forcé un peu la main et en plaçant un point d'intermédiaire ici sur le sentier découverte, je l'ai emprunté
le chemin qui, moi, me convenait et celui que j'avais décidé de faire. Et voilà, je ne vous remonte pas toute la procédure. Ici, je valide et je crée mon parcours et je le valide et on est tout bon. Super, c'est Voilà clair. pour cette Donc, première question. oui, donc en fait, on est obligé de mettre des points intermédiaires si on veut indiquer à l'application WeTrek que voilà, on veut passer par des sentiers, on veut pas forcément prendre le chemin le plus court entre deux points, puisque ce chemin peut passer par des routes. Il y a une autre question qui a été posée, et je vais, si ça t'embête pas, prendre la main pour y répondre. C'était une question sur comment est-ce qu'on peut supprimer une portion d'un parcours, euh, sachant que la question a été posée de cette façon-là. Souvent, quand on arrive à la voiture à la fin d'une rando, et je vois le participant lever le pouce, on arrive à sa voiture à la fin d'une rando, on oublie d'arrêter l'enregistrement et on a plusieurs kilomètres parfois d'enregistrement qu'on ne souhaite pas garder évidemment, puisque ce n'est pas de la randonnée, c'est du, euh, de la voiture. Voilà. Voilà, normalement là vous êtes tous basculés sur l'écran de mon téléphone. Donc là j'ai lancé un enregistrement depuis mon bureau avec des positions fictives. Donc on va dire que il y a une première partie qui est de la randonnée, une deuxième partie qui est de la voiture. Donc, au moment où je vais arrêter mon enregistrement, vous voyez, j'ai le même écran qu'Alexandre avait sur son téléphone avec ce bouton ici pour modifier le tracé. Donc là, en fait, je vais passer en mode édition d'un enregistrement et pas d'un parcours créé. Et donc, ce que je vais faire, c'est avec le bouton ici de suppression, venir supprimer un certain nombre de points ou éventuellement, si je veux en supprimer plusieurs dizaines, plusieurs centaines, rester appuyé sur ce bouton. Et là, vous voyez qu'on peut assez rapidement supprimer une portion assez longue avant de sauvegarder notre parcours. Et là, vous voyez que on a gardé que la première partie du parcours. Donc ça, vous voyez que ça permet de raccourcir un parcours à la fin de l'enregistrement, sachant qu'on peut aussi le faire à un autre moment. Donc, par exemple, ici, sur ce parcours, je peux de nouveau ouvrir sa fiche et aller ici dans le bouton des actions et faire modifier le parcours, de nouveau modifier le tracé. Et là, je peux de nouveau venir supprimer des points à la fin du parcours. Et j'ai également la possibilité d'aller au début du parcours et supprimer des points au début du parcours. Ça peut être utile parfois, si on a démarré un peu trop tôt, de supprimer les premiers points d'un parcours. Là, je sauvegarde à nouveau et on a donc notre parcours qui a été raccourci à la fois à son début et à sa fin. Voilà, c'était les questions les plus pertinentes à montrer, je pense, en fin d'atelier. J'avais noté que les autres questions qui ont été posées, c'était par rapport à l'enregistrement. Voilà ce qu'on voyait exactement dans ce panneau. Donc là, j'ai toujours mon enregistrement fictif qui est en cours. Donc là, vous voyez un peu à quoi ressemble un enregistrement sur le terrain. Donc on a ici sa vitesse qui est affichée, la vitesse moyenne, les dénivelés ici qui vont commencer à s'additionner là, quand j'aurai avancé un petit peu, les différentes durées ici, etc. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on retrouve dans ce panneau de l'enregistrement. Vous voyez qu'ici on a donc la distance parcourue, la durée, les dénivelés et on obtient plus d'informations en faisant coulisser le panneau vers le haut. Ça aussi c'est une autre question qui a été posée. Donc j'en profite pour le remontrer. Donc vous mettez votre doigt n'importe où sur cette partie du bandeau et vous le faites glisser vers le haut ou vers le bas. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour la partie questions. Yes. Je redonne la Merci. main pour remettre la slide éventuellement et Ouais. peut-être rappeler à nos utilisateurs, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, de nous laisser un avis sur l'App Store ou le Play Store.
On va vous mettre les liens dans le chat. Ça nous aide beaucoup pour le référencement de l'application. Ça nous fait évidemment plaisir de lire vos messages, parfois vos critiques. Quand elles sont constructives, on les lit avec très grand plaisir. Exactement. Merci beaucoup Angelo. Merci beaucoup aussi Anthony qui t'a accompagné aujourd'hui pour les réponses au chat. Euh, Merci à toutes et toutes d'être venus, d'avoir assisté à cet atelier. Une fois de plus, vous allez le retrouver sur YouTube pour pouvoir le revoir à votre rythme. On met aussi en dessous des vidéos YouTube, il y a des chapitres, donc pour accéder directement à des sections qui vous intéressent, pour pas être obligé soit de revoir tout l'atelier, soit de chercher à quel moment il a dit ça. Donc, on met comme ça des chapitres avec des accès rapides aux différentes sections, aux différentes thématiques abordées. Donc, je renouvelle aussi l'appel à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. N'hésitez pas, on va y mettre de l'information régulièrement, toutes les semaines, à la fois sur l'appli, de l'information aussi plus inspirationnel, enfin avec des idées de parcours, etc. Donc suivez-nous sur les réseaux. Et puis, alors prochain atelier, prochain atelier en ligne. On n'a pas encore la date, mais vous serez informé si vous êtes inscrit à notre newsletter. Vous serez informé de notre du prochain atelier. On en a un le 30 juin à Pau, organisé avec la Maison de la Montagne. Donc c'est très local, mais si vous êtes dans le coin, donc à Pau le 30 juin à 19 heures à la Forge Moderne. C'est aussi l'occasion de se rencontrer en chair et en os, si vous en avez l'occasion. Et évidemment, on vous tiendra au courant des prochains. On a aussi des bonnes surprises, des partenariats. On va faire prochainement un atelier, je vous ai dit, donc sur les fonds de carte, sur les contenus, un atelier aussi sur la sécurité avec un secouriste en montagne, un TRS secouriste en montagne qu'on aime beaucoup et avec quelqu'un de super. Donc plus voilà sur de la prévention, des bonnes pratiques et comment améliorer votre sécurité dans vos sorties pleine nature. Et bref, plein de choses. D'ici là, portez-vous bien, profitez un maximum des sentiers, des montagnes, des forêts, des chemins côtiers, enfin randonnez un maximum, sortez quand vous en avez l'occasion. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt.